Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, nous poursuivrons l'interrogatoire des témoins. L'accusation aura la parole. Monsieur le greffier, pouvez-vous faire rapport sur la présence des parties et personne citée à comparaître? Deutsch Paris. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, à l'exception de l'accusé Ieng Sary, qui, lui, est dans la cellule de détention temporaire du tribunal. L'accusé Ieng Sary, par le truchement de sa défense, présente une demande par laquelle il renonce à participer directement à l'audience dans le prétoire et demande à pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire pour le reste de la journée. La défense a déjà remis le document de rénonciation au greffier de la Chambre. Maître Arthur Verken, Conseil international de la défense de Kyo-Sampan, viendra au prétoire vers 9 h ce matin. Le Président, je vous remercie. La Chambre souhaite aviser les parties de ce qui suit. Pour les audiences de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, et ce, le 3 septembre et les journées qui suivront, Madame la juge Cartwright ne sera pas disponible pour présider au débat. Après consultation des autres juges de la Chambre de première instance, la décision a été prise de nommer la juge Fentz en remplacement de la juge Cartwright jusqu'au jour de son retour. Et ce, comme le prévoit le règlement intérieur, règle 79, alinéa 4. La Chambre va maintenant se prononcer sur la demande de Ieng Sary. La Chambre est en effet saisie d'une demande de l'accusé en date du 3 septembre 2012, demande par laquelle il renonce à son droit de participer directement au débat dans le prétoire et demande de pouvoir suivre la procédure par moyen audiovisuel pour le reste de la journée à partir de la cellule de détention temporaire. Après consultation du médecin traitant des CETC, le médecin l'a en effet examiné Ieng Sary et a indiqué à la Chambre que Ieng Sary est fatigué, doit avoir recours aux toilettes fréquemment, a des problèmes de dos et recommande donc à la Chambre de lui laisser le soin de pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire. Ieng Sary a lui-même renoncé à ce droit de participer directement au débat dans le prétoire. Le docteur en conclut qu'il est apte mentalement à pouvoir suivre les débats par moyen audiovisuel et qu'il peut entrer en contact avec sa défense par téléphone depuis la cellule de détention. Pour ces motifs, la Chambre fait droit à la demande et permet à Ieng Sary de suivre les débats par moyen audiovisuel depuis la cellule de détention temporaire du tribunal. Pour toute la journée. La Chambre enjoint maintenant les services techniques d'établir le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention temporaire.
La Chambre donne maintenant la parole à l'accusation. Thank you, Mr. President. Good morning. Le procureur, merci Monsieur le Président, bonjour Mesdames, Messieurs les juges, bonjour au parti, bonjour Monsieur Nonsopa. I will first ask you a few questions. J'aimerais d'abord vous poser quelques questions pour reprendre la discussion que nous avions hier, la semaine dernière, ça reprend après. Puis, comme je l'avais dit aussi la semaine dernière, nous passerons au sujet des télégrammes, dont nous parlerons plus en détail. Dans notre discussion des événements du 17 avril 1975, vous avez décrit comment, après la victoire ce jour-là, vous avez reçu un message. Vous avez préparé des documents vous fondant sur ce message que vous aviez reçu, à des fins de diffusion. Et vous avez expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un message codé. J'aimerais citer la transcription d'une diffusion du 17 avril 1975 et j'aimerais que vous me disiez si ce que je vais vous lire correspond au message que vous aviez préparé à des fins de diffusion radio pour l'unité de radiodiffusion. Madame, Messieurs les juges, il s'agit du document E3, barre 118. Il s'agit d'un extrait Phibis. Malheureusement, cet extrait n'est pas disponible ni en français ni en khmer. Mais nous avons demandé à l'unité de traduction et d'interprétation de procéder à cette traduction. Avec votre permission, j'aimerais lire un court extrait pour voir si le témoin reconnaît le message. Il s'agit de l'ERN 00166976. J'aimerais maintenant lire ce court extrait. Monsieur le Président. Le Président, la parole est à Maître Carnavas. Bonjour, Monsieur le Président, je vous remercie. Bonjour à tous, dans le prétoire et aux alentours. Il s'agit d'un rapport, il ne s'agit pas du message qui avait été diffusé. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il allait lire aux témoins ce qui avait été diffusé à la radio. Il semblerait maintenant qu'il s'agisse en fait d'un autre organisme, un organisme étranger qui a supposément enregistré cela. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un verbatim et maintenant ce sera lu en anglais. Nous nous opposons à cette pratique. Je vous remercie. Le Président. Oui, Maître, allez-y. Maître Kongsamon. Merci, Monsieur le Président. J'appuie totalement la position que vient d'exprimer mon confrère. Nous n'avons pas l'original en khmer. Il faudra que ce soit traduit donc de l'anglais ou interprété de l'anglais au khmer. Et cela est un peu difficile pour le témoin. Et il est possible que ce soit des informations que le témoin n'ait pas entendues à l'époque des faits. L'accusation peut dépendre du contenu de ce document sans pour autant le lire. Sinon, cela portera à confusion. Car le témoin lui-même ne l'aura pas entendu tel que cela avait été prononcé à l'époque. Car il s'agira de propos traduits.
Et ce ne sera donc pas ce qu'il avait entendu à l'époque. Mais l'accusation peut utiliser le contenu sans pour autant que lire un extrait. Mr. President. Le procureur, Monsieur le Président, je souhaite répondre. Je suis d'avis que ces objections sont non fondées. Nous avons entendu la semaine dernière ce témoin dire qu'un message avait été diffusé le 17 avril 1975 déclarant la victoire, annonçant plutôt la victoire à Phnom Penh. Il a dit que ce message avait été diffusé par l'unité de radiodiffusion. Bon, évidemment, le témoin n'a jamais pas vu ce document, mais selon nous, il existe un lien direct et suffisant entre la déposition du témoin à ce jour, autrement dit ses connaissances directes, un lien donc entre cela et le contenu de ce document. Le document est au dossier, il a été jugé recevable par la Chambre, et vous avez permis, la semaine dernière même, à mon confrère de la défense de Khieu Samphan de lire à la partie civile M.O.N., un document du Kampuchea démocratique. M.O.N. n'avait jamais vu le document en question. Alors que dans le cas en espèce, le lien est très fort. Le témoin a décrit le message, et en revenant sur le sujet de la confusion, à savoir si le témoin reconnaîtra le contenu de ce document, et à savoir si le contenu est exact, et c'est justement pourquoi je pose la question. Il n'y a pas d'autre façon de savoir. Et je rappellerai aussi que le professeur Chandler, qui a étudié l'histoire du Cambodge depuis des dizaines d'années, a confirmé que ces rapports FBIS sont tout à fait fiables. Je vous suis donc d'avis que le document est recevable. Le président. L'objection est rejetée. L'accusation peut utiliser le document et lui citer, car ce document a déjà été versé au débat et a reçu une cote E3. Par conséquent, on peut lire, c'est-à-dire il est possible de citer les documents E3 pour poser des questions aux témoins. Mr. Nordsopan. Le procureur, M. Nordsopan, laissez-moi vous lire brièvement un extrait.
de cette transcription en date du 17. Maître Kongsamon demande la parole. Le président. Allez-y. Kongsamon. Merci, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas d'une objection à votre décision. Mais le document n'a pas été versé à l'interface quotidienne des documents. Donc je ne sais pas si la poursuite entend s'en servir. L'accusation. Nous sommes conformés à vos instructions. Nous avons versé à l'interface un nombre restreint de documents que nous sommes certains d'utiliser. Ce document provient... Enfin, le lien avec le document est de la déposition du témoin de la semaine dernière. Nous avions versé tous les documents que nous entendons utiliser dans l'interface. Ce document est lié à la déposition du témoin. Et je pense que les instructions de la Chambre étaient de verser à l'interface un nombre restreint de documents, les seuls documents qu'ils sont certains d'utiliser, mais que cela n'empêche pas non plus les parties de faire référence à d'autres documents s'ils sont pertinents. Et s'ils peuvent être pertinents pour la déposition du témoin. Si nous ne pouvons procéder de cette façon, nous nous verrons menottés et nous ne pourrons pas ajuster notre interrogatoire à la déposition d'un témoin pour venir soit mettre à l'épreuve ou corroborer les dires d'un témoin à l'aide de documents qui sont présents au dossier pénal. Le président. La parole est à la défense de Nguyen Chien. Maître Yanotsi. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour et merci. Cela est très bien, nous avons souplesse, mais que pouvons-nous savoir officiellement de la Chambre que toutes les parties pourront utiliser des documents pertinents portant une cote E3, peu importe s'ils sont sur l'interface ou non. Car il me semble que les règles évoluent au fil du temps. Si vous allez rejeter cette objection, nous devons savoir officiellement que nous tous, de ce côté-ci du prétoire, pourrons utiliser tout document E3 pertinent, peu importe s'il a été versé à l'interface ou non. Le président. Maître Carnavas, vous avez la parole. Maître Carnavas. Oui, je comprends la position de l'accusation. Quoique ils ont bien souvent fait preuve de rigidité quand la défense essayait de faire des choses semblables, c'est un peu hypocrite de leur part. Cela dit, l'accusation aurait dû au moins aviser toutes les parties de son intention d'utiliser des documents qui n'étaient pas à l'interface quand ils ont décidé de s'en servir. Ça aurait été la bonne approche. Bien sûr, toute décision en faveur de la position de l'accusation de la part de la Chambre, j'en semble tout à fait pour. Et aussi longtemps que la défense ait droit au même traitement. Mais lorsque les parties savent qu'elles vont utiliser d'autres documents, dès qu'elles le savent, elles devraient au moins en aviser les autres parties, pour que nous puissions nous préparer. C'était l'objectif même de cette interface. Il s'agit d'avoir un avis préalable qui nous permettra de jeter un coup d'œil et éviter de faire des objections et d'utiliser le temps des débats.
Le président. La Chambre cède la parole à Madame la juge Claudia Fentz. Vous avez la parole. La juge Fentz. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais préciser qu'il ne faut pas confondre les règlements concernant le versement de dossiers au débat et le règlement concernant le versement de documents à l'interface. Ici, il s'agit d'un document qui a déjà été versé au débat. L'objectif de l'interface est de prévenir les parties à l'avance. Bien évidemment, en fonction de l'évolution de la procédure, il faut qu'il y ait un élément de souplesse dans la mise en œuvre de ce règlement. Dans ce cas, le témoin sera également disponible demain. Il n'y a pas eu de préavis et donc la Chambre décide que l'accusation devra faire appel à ces documents et poser les questions pertinentes demain. Ainsi, toutes les parties seront prévenues et auront le temps de se préparer. Le coprocureur. Je vous remercie, Madame la juge. Conformément à la décision de la Chambre, nous allons distribuer 4 ou 5 documents pendant la pause déjeuner, qui sont des documents qui découlent de la déposition de ce témoin. Monsieur Norn Sopin, pour revenir à votre déposition, vous avez décrit un autre aspect des communications la semaine dernière, c'est-à-dire l'usage du code Morse, le code MORSE. J'aimerais confirmer avec vous la manière dont ce code a été utilisé pour savoir si j'ai bien compris. Ou plutôt, je vais vous demander, vous pourrez nous l'expliquer. Comment est-ce que l'on utilisait le code Morse pour transmettre des messages entre le centre et les zones? Réponse. Pour transmettre des messages entre le centre et les zones, il fallait faire appel à d'autres moyens, autres que le code Morse. Pour la plupart, on utilisait de simples codes. Néanmoins, si les bases disposaient d'informations, ils faisaient appel au code Morse pour transmettre des messages. Ces messages concernaient les victoires, par exemple. L'accusation. Merci. Concernant ces transmissions utilisant des moyens autres que le code Morse, vous nous avez expliqué la semaine dernière qu'un texte écrit était crypté et transformé en chiffres et que ces chiffres étaient ensuite transmis. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas experts en la matière, pourriez-vous nous expliquer comment le cas des 8 transmettait ces chiffres vers les zones? Par quels moyens?
Réponse. Des télégrammes devaient être envoyés et ici je fais référence aux télégrammes cryptés qui étaient envoyés à K18 qui les retransmettait au destinataire. Ces destinataires étant précisés sur chacun des télégrammes. Par exemple, K18 devait transmettre les messages à la zone Est. Dans ce cas, le message comportait le chiffre 75, qui était le code du destinataire de la zone Est. À K18, lorsque on constatait ce code destinataire, K18 s'assurer que le message leur soit transmis. Cette communication se faisait par radiocommunication ou à l'antenne. Question. J'aimerais que l'on se concentre sur les moyens précis de la transmission. Cela se faisait-il par l'intermédiaire d'un télégraphe qui transmettait des tonalités qui étaient reçues et interprétées par le destinataire, ou y avait-il un autre moyen de transmission? Réponse. Pendant cette période-là, il n'y avait pas de machines ou d'appareils modernes autre qu'un dispositif manuel qu'il fallait remonter à la main. Le message était envoyé ainsi par une tonalité qui représentait un chiffre. C'était des tapotements. Parfois il y avait des chiffres et parfois des lettres qui étaient transmis grâce à cet appareil. L'accusation. Merci de cette explication. Savez-vous s'il existait un système permettant de vérifier la réception d'un message? Par exemple, si un message était transmis par K18 tel que vous venez de le décrire, est-ce qu'il y avait un moyen permettant à la zone de confirmer à K18 la bonne réception du message? Réponse. La communication de télégramme se faisait par l'intermédiaire de fréquences dédiées. K18 recevait le même document que les zones et ils envoyaient un code ou un signal secret pour s'assurer qu'au bout du fil, il y avait le bon destinataire. Par exemple,
Si nous envoyions le code AFB, à l'autre bout, il devait y avoir une confirmation grâce à un signal. Je vous donne un autre exemple. Si nous envoyions le code AFB à cette personne qui ne répondait pas ou qui répondait avec un signal erroné, nous savions à ce moment-là que ce n'était pas le bon destinataire. Accusation. Merci de ces précisions. Vous avez travaillé dans l'un des bureaux impliqués dans ces communications. Pourriez-vous nous parler de la discipline nécessaire pour remplir vos fonctions? Réponse. Dans notre groupe et surtout l'unité chargée de décrypter des télégrammes, nous étions très disciplinés. Tout le monde se consacrait avec sérieux aux tâches qu'il devait faire. Et tout le monde était très discipliné. Nous avions des fonctions à remplir en respectant les principes de l'encart. Question. Lorsque vous avez décrit les différents bureaux qui intervenaient dans la transmission et dans la réception de télégrammes la semaine dernière, vous avez décrit l'unité à K1, vous avez décrit votre propre unité et vous avez décrit K18. J'aimerais maintenant parler d'un autre bureau de décryptage de télégrammes que vous avez mentionné dans votre déposition. Mesdames et messieurs les juges, il s'agit du document E3/64. Il s'agit du premier procès-verbal de l'audition du témoin. Les pages ERN Ankmer 0032 8005, en français 0041 1703 et en anglais 0033 40 53. Je vais vous lire ce passage, monsieur le témoin, et vous demander quelques compléments d'information. Question. Vous avez dit que Yang Sari avait son propre service. Là-bas, y avait-il des décodeurs? Réponse. Yang Sari avait son service au ministère des Affaires étrangères, donc il avait sa propre équipe de décodeurs. Que pouvez-vous nous dire d'autre concernant cette unité de décodage de télégrammes? Savez-vous où se trouvait ce service et combien de personnes y travaillaient? Réponse.
Concernant la communication de télégramme pour M. Yingsari, je ne me souviens pas s'il y avait un tel service de décodage de télégrammes à ce bureau. Question. Il convient donc de corriger votre déclaration ultérieure. Vous dites donc que vous ne savez pas s'il y avait un service décodant les télégrammes au ministère des Affaires étrangères, est-ce exact? Réponse. Je ne suis pas certain et c'est pour cela que je ne tiens pas à vous donner une réponse si je ne suis pas certain. L'accusation. Merci beaucoup. Il y a un autre bureau dont vous avez parlé avec les co-juges d'instruction. Le bureau K7. Pourriez-vous nous dire ce que faisait le bureau K7? Réponse. Ce n'est pas le cas 17, mais le cas 7. À cas 7, il y avait des messagers qui recevaient des courriers ainsi que des visiteurs venant des provinces. Question. Est-ce que à K7, on envoyait également des messages vers les provinces? Réponse. Je n'en suis pas sûre car je n'y travaillais pas. L'accusation. Merci. Faisons suite à la description que vous avez donnée du bureau. Je vais lire une autre partie de votre audition dans le document E3 par 64 en Khmer 0032 8029 00 41 16 98 en français et en anglais 0033 40 47. Voici la description que vous avez donnée. L'unité des messagers K7 était située au nord du palais royal. Le nommé Proum en était le chef. K7 était un endroit réservé à l'accueil des hôtes locaux qui venaient des différentes provinces et à l'envoi du courrier général à quelque endroit que ce soit. Quand les hôtes voulaient prendre contact avec K1, il fallait d'abord s'adresser à K7. Quant au chef adjoint de K7, je ne m'en rappelle pas. Proum était le chef de K7 jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Ensuite, au paragraphe suivant, en répondant à la question « Quels étaient les rapports entre K7 et K1 ?» Réponse « Leur relation fonctionnait ainsi. Si quelqu'un voulait contacter K1, il ou elle devait d'abord passer par K7. Il en était de même pour l'envoi
ou la réception de courrier. Je voudrais donc savoir si nous avons bien compris le rôle de K7. Est-ce que je résume bien vos déclarations en disant que tout le courrier et tout le personnel arrivant à K1 devait d'abord passer par K7, dont le chef était Prum? Réponse: oui, c'est exact. Il n'avait pas le droit d'aller directement à K1. Il fallait d'abord téléphoner au bureau de Prum avant d'envoyer qui que ce soit à K1. L'accusation: merci. Savez-vous s'il y avait des différences entre les types de messages transmis par télégramme et qui transitaient par K18 et les autres bureaux de décodage? Donc, savez-vous s'il y avait une différence entre ces télégrammes et ceux qui transitaient par K7? Savez-vous s'il y avait une raison d'utiliser parfois des moyens télégraphiques et parfois d'avoir recours à des courriers qui étaient envoyés à K7? Réponse: je ne suis pas au courant des détails à ce sujet. Néanmoins, la raison pour laquelle des communications devaient transiter par K7 était que parfois il y avait des demandes de matériel pour la reconstruction des bases. Et si ces demandes n'étaient pas d'ordre urgent, elles pouvaient être exprimées par courrier. Cependant, s'il s'agissait d'une communication secrète, alors il fallait le transmettre par code secret, par l'intermédiaire du télégraphe et donc par K18. S'il s'agissait d'une question d'ordre strictement confidentiel, à ce moment-là, il n'utilisait ni télégramme ni message, mais les messages devaient être remis en main propre au centre. Question. Dans la prolongation de cette réponse, savez-vous qui était la personne qui venait justement au centre pour les rencontrer ou remettre les messages en main propre? Réponse. Je ne sais pas très bien. Cela faisait partie des affaires secrètes connues par le centre. Moi, mon travail consistait à crypter et à transmettre les télégrammes. Je ne peux pas vous donner de réponse quant à savoir qui les rencontrait en personne. Question. J'aimerais que nous en parlions davantage et
voir si nous pouvons rafraîchir votre mémoire en revenant au document E3/64 à la page en Khmer 0032 8035, en français 0041 1703 et en anglais 0033 4053. Vous parliez justement de ce sujet. Question: de quelle zone décodiez-vous les télégrammes? Réponse: de toutes les zones. Les thèmes portaient sur, entre autres, l'érection de digues, le creusement de canaux, la demande de tel ou tel matériel, la situation interne et tout phénomène quelconque ayant lieu dans les bases. Quant aux messages rendant compte des ennemis et des traîtres, le comité de zone venait en personne rencontrer le comité central. Est-ce que ceci résume avec précision ce que vous avez dit au co-juge d'instruction, que c'était les comités de zone qui venaient rencontrer le comité central en personne? Réponse: je m'en tiens à ce que j'ai dit, parce que la plupart du temps, pour ce qui avait des affaires internes, on les transmettait le moins possible par télégramme. Donc je n'étais pas au courant de ce sujet. Pour les questions internes, parfois les transmissions ne se faisaient pas par télégramme. Parfois, elles étaient transmises par une personne qui se rendait au centre. Question: pouvez-vous nous dire comment vous saviez que des comités de zone venaient pour parler ou faire état des questions internes dont ils devaient parler avec le centre? Une réponse: ils utilisaient différents moyens de communication avec le centre. Si quelqu'un voulait rencontrer le centre, il fallait passer par cassette. Rejoindre le centre, il fallait passer par cassette en premier. Question: j'aimerais savoir comment le saviez-vous? Est-ce quelque chose que vous avez vu, vécu vous-même, ou est-ce en discutant avec d'autres personnes que vous l'avez su? Réponse: pour ce qui est de rencontrer ou des réunions avec le centre, c'était parfois fait par télégramme secret. C'est-à-dire une demande de rencontrer tel ou tel frère à un endroit précis. Il fallait des fois envoyer de tels télégrammes immédiatement. J'en ai donc compris que pour les questions internes, ce n'était pas fait par télégramme secret. Et c'est qu'ils préféraient se rencontrer en personne et envoyer une demande rapide envoyée. Le procureur, merci d'avoir répondu à la question. Question: y a-t-il eu des invitations envoyées par le centre du parti pour que les comités des zones viennent participer à des réunions?
toujours sur la base des télégrammes que vous avez vus. Réponse. J'ai lu certains télégrammes qui étaient des invitations envoyés à des cadres dans les zones pour qu'ils participent à des réunions. C'était de courts messages envoyés donc par télégramme. Par exemple, une réunion de niveau national à Boré-Keila. Ce message avait été envoyé dans différentes zones et au secteur par de courts télégrammes. Parfois, les messages étaient envoyés aussi pour des séances de formation à Boré-Keila, à l'école du parti. Question. Vous souvenez-vous qui signait ces messages? Ou au nom de qui ils étaient envoyés? Réponse. Je me souviens que la personne qui avait c'était M. Pond qui avait l'autorité de dire que tel message devait être envoyé à tel camarade. Question. Vous souvenez-vous si à la fin des télégrammes il y avait le nom d'une personne ou d'un bureau qui signifiait l'auteur de ce message? Réponse. En général, tout message avait un en-tête et un pied de page. L'en-tête, c'était la destination, donc à respecter frère X ou Y, ou respecter comité, ou frère bien-aimé. C'était la formule habituelle que différents services utilisaient. Pour ce qui est du pied de page, il y avait la date, l'année et la signature de la personne qui a envoyé le message. Je ne me souviens pas de tous les noms, car cela fait quand même cela remonte il y a très longtemps, donc je ne me souviens pas exactement qui signait les télégrammes ou les messages. Et en général, il y avait donc un en-tête et un pied de page. Question. Vous dites qu'il arrivait que des messages soient envoyés au comité 870. Vous souvenez-vous si ces invitations à participer à des réunions étaient signées ou envoyées par le comité 870? Réponse. Je me souviens du code que l'on utilisait pour désigner 870. Pour le comité 870, c'était le numéro de code secret qui était 870 et qui faisait référence au centre. Le procureur. J'aimerais discuter d'un certain nombre de documents avec vous. J'ai promis la semaine dernière que nous n'allions pas aller dans les grands détails du chiffrage des télégrammes. Je vais donc tenir ma promesse. Mais
pour que tout le monde comprenne bien quelles étaient les grandes étapes du chiffrage et du décodage, j'aimerais vous montrer un document qui était un document en annexe de votre premier procès-verbal. Il s'agit, Monsieur le Président, du document D200, barre 3, barre 8, point 8, barre 3.8. Il s'agit d'un graphique d'une centaine de cases, un tableau d'une centaine de cases et qui avait été attaché en annexe au procès-verbal de la première audition du témoin devant le juge d'instruction. J'aimerais remettre le document au témoin en khmer et l'on peut afficher aussi le document à l'écran pour que tous, tant les juges que les parties, que le public puissent le voir. អង្គជំនះអនុញ្ញាតមន្ត្រីរបស់តុលាការ Le président. Allez-y. Monsieur l'huissier d'audience, veuillez remettre une copie papier au témoin. Mr. Sopang, Le procureur. Monsieur Sopan. Si j'ai bien compris, c'est vous qui avez fait ce tableau lors de votre entretien. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est moi qui l'ai fait. L'accusation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Peut-on afficher ce document à l'écran? Monsieur Sopan. Pouvez-vous, je vous prie, nous décrire brièvement la façon dont on a utilisé ce tableau pour chiffrer un mot, et le transformer dans une série de caractères différents? Réponse. Cela s'appelle un tableau de 100 carrés que l'on utilise pour le chiffrage. Il sert donc à chiffrer des caractères de l'alphabet en chiffres. Donc par exemple A ou Ko. Donc pour chiffrer la lettre A recevrait un numéro de code. La lettre A, donc on voit qu'elle est à côté du chiffre 0. Donc si l'on veut chiffrer la lettre A, il faut utiliser 00. 00 représente le caractère qui correspond. Par exemple, si l'on veut maintenant chiffrer le numéro 9, vous le voyez, ça tombe sous la colonne 8 et la ligne 1. Pardon, je me suis trompé. Le premier chiffre du code était le numéro de la ligne et suivi du nom de la colonne. Donc,
pour le chiffre 9, le code c'était 18. Le procureur. Donc, afin de résumer, chaque lettre que l'on retrouve dans ce tableau a son code. En se fondant sur le numéro de la ligne et le numéro de la colonne, de la case qui lui correspond. Réponse. Oui, c'est ça. Ligne d'abord suivie du numéro de colonne. Donc on commence par le numéro de la ligne. Le procureur. Je vous remercie. J'aimerais plutôt dans votre déclaration à la page 00328 ERN en français. En français 0041 17 13, en anglais 0033 40 62. Toujours au document E3/64, vous avez indiqué: je devais appeler le parti à l'autre bout de la ligne pour les convoquer à une réunion et leur expliquer les questions techniques. Je leur ai ensuite remis une copie de ce tableau. J'aimerais donc vous demander, quand était-ce la première fois que vous avez appelé les autres pour les convoquer à une réunion afin de leur expliquer comment fonctionnait ce tableau? Réponse. À propos de ce tableau, il n'y avait rien de nouveau ou de compliqué. Il n'y avait aucun besoin d'appeler à l'autre bout de la ligne pour leur expliquer le tableau. Mais dans d'autres cas, par exemple, si il y avait des nouveaux à l'autre bout de la ligne et qu'ils n'étaient pas habitués au tableau, je leur envoyais je les convoquais pour pouvoir leur expliquer comment ça fonctionnait. Question. J'aimerais m'attarder un peu sur ce sujet. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez convoqué des gens pour leur faire une présentation sur le tableau de chiffrage? Réponse. Cela n'est pas arrivé très souvent. Il y avait un cas dans le nord-ouest, au Mondolkiri. Au nord-est, donc, au Mondolkiri. Et eux n'avaient pas l'habitude d'utiliser le tableau. Je les ai donc invités pour voir comment leur apprendre à utiliser le tableau pour chiffrer les messages. Pour ce qui est des autres zones, elles avaient leur propre personnel et avaient l'expérience aussi, qui remontait à l'époque de la guerre. Il était rare que je les convoque pour leur faire des présentations sur le tableau. Question. Si je pouvais vous parler
du Mondolkiri, un peu. Vous souvenez-vous qui étaient ces gens Mondolkiri et où ils travaillaient? Réponse. J'ai expliqué aux gens du Mondolkiri. En fait, ils avaient envoyé une jeune femme du Mondolkiri et je lui ai montré comment utiliser le tableau de chiffrage. C'était au bureau K7. Et une fois qu'elle savait comment s'en servir, elle est rentrée dans sa base. L'accusation. D'autres questions sur le sujet? Vous nous avez dit la semaine dernière que pour ce qui était des messages très confidentiels, vous procédiez à plusieurs couches de cryptage. Utilisiez-vous ce tableau de cases comme point de départ ou y avait-il une autre procédure pour le chiffrage des documents très confidentiels? Réponse. Pour cet aspect technique, c'est assez compliqué. Je ne peux pas vous le résumer rapidement. Et c'est très compliqué et cela prendra beaucoup de temps à comprendre. En utilisant le tableau de 100 carrés, on ne peut utiliser ce tableau pour en faire un message chiffré à envoyer tout de suite. Les messages confidentiels devaient être chiffrés plusieurs fois. Quant aux messages confidentiels que nous recevions, il fallait les comparer à la liste confidentielle ensuite voir quelle partie du message était confidentielle. Et il fallait la déchiffrer une première fois. Donc, par exemple, le nom d'une personne ou d'un endroit il fallait d'abord utiliser la liste confidentielle. Par exemple, K7. Il y avait une liste confidentielle propre à K7. Et même pour K7, il y avait des noms de code qui faisaient référence à K7. Donc il fallait d'abord chiffrer le message ordinaire en message codé en utilisant leur liste confidentielle. Et une fois que cela a été fait pour le corps principal du texte, on utilisait ensuite ce texte et on le rechiffrait en utilisant le tableau de 100 carrés. Une fois que tout était codé et transformé en chiffres, ce n'était pas envoyé tout de suite à 418. C'était chiffré une fois de plus en utilisant un autre code de chiffre. Donc, en résumé, il y a 3 étapes de chiffrage pour que l'on ait le dernier message qui peut ensuite être envoyé. Donc, 3 étapes de codage. What type of Question.
Et quel genre de message exigeait un codage si sophistiqué? Réponse. Les messages hautement confidentiels. C'était ceux qui, par exemple, faisaient état des déplacements des cadres. Par exemple, ce genre de message parlant des voyages ou des déplacements était considéré très secret. En deuxième lieu, il y avait les affaires internes au parti. C'est-à-dire ce qui s'était produit dans les différentes bases. Ce type de message était aussi classé très secret. Les messages non codés, il y en avait très peu. Ou alors, c'était simplement en fait un message envoyé par code Morse dans son alphabet khmer. Question. J'aimerais vous montrer un document dont vous avez déjà parlé avec les co-juges d'instruction. Il s'agit du document E3, 513. C'est un télégramme dont le témoin a parlé lors de sa première audition devant les co-juges d'instruction. J'aimerais, avec l'autorisation de la Chambre, remettre une copie papier au témoin et nous pourrons ensuite lui poser quelques questions sur ce télégramme. Le président. Oui, allez-y. Huissier d'audience, veuillez remettre le document en papier au témoin. Thank you, Mr. President. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. S'il était aussi possible d'afficher le document en question à l'écran pour que tous puissent le voir. Monsieur Sopin, j'aimerais que l'on voit un peu le format du document. On voit en haut de la page, il est écrit Télégramme 54, suivi de fréquence 290. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie? Réponse. Comme vous l'avez dit, le numéro du télégramme est 54. « 290 » qu'il y a 290 CK dans le télégramme. Et pour chaque CK, il y a 5 caractères. On peut donc dire qu'il y a 290 CK dans le télégramme. Et c'est plus facile ensuite pour le décodeur de comprendre la nature du message. Une fois de plus, CK, c'est le nombre de caractères. Thank you. If we look at the line that l'accusation et ensuite la ligne qui fait référence au destinataire, il est écrit à l'intention du respecté frère. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit?
l'attention du respecter frère, eh bien l'expression respecter frère, c'est Pol Pot. On utilise le mot frère pour faire référence au secrétaire du parti, c'est-à-dire le frère numéro 1. Question. À l'ERN en Khmer 00 328041, en français 00 41 17 09 et en anglais 00 334 058. Vous avez parlé de la note manuscrite que l'on retrouve en haut à gauche. C'était possible de l'isoler sur l'écran. Et vous avez dit que la note manuscrite, qui était écrite lu oncle Noon, était peut-être l'écriture de T, car T avait le droit de gérer cela. Dois-je donc comprendre que c'est T, l'adjoint de Pon, auquel vous faites référence? Réponse oui. C'est ce que j'ai dit. Now, this telegram. Question. Ce télégramme concerne la situation d'ennemi et décrit l'arrestation d'une personne en particulier à son paragraphe 3 que je vais citer. Concernant la situation au sein du parti même, le camarade Sot, le chef de l'usine de réparation, a commis un délit d'inconduite morale avec une jeune femme. À l'heure actuelle, il a été arrêté. On a arrêté et l'homme et la femme. Ce camarade était impliqué auparavant dans les aveux du traître, le méprisable Chun. Lorsque on vous a demandé pourquoi ce type de télégramme aurait été envoyé à Nuon Chea, à la même page que j'ai citée tout à l'heure, vous avez dit que tout ce qui concernait la situation interne et le non-respect de code concernant la moralité, il devait contacter Nuon Chea parce que c'est Nuon Chea qui était responsable du peuple. Est-ce que cela résume bien la situation, les télégrammes concernant la situation interne et les problèmes de moralité étaient-ils envoyés à Nuon Chea? Réponse. Je n'ai pas pu le savoir à l'époque. C'est Pon qui surveillait tout cela. Vous m'avez demandé de vous aider à l'analyser. D'après mes connaissances, la raison pour laquelle le message devait être envoyé à Nuon Chea était parce qu'il était responsable des affaires sociales et de la culture. En cas d'inconduite morale, c'était Nuon Chea qui devait recevoir ce message, d'après mon analyse. Le président. Merci, monsieur le coprocureur. Merci, monsieur le témoin.
L'heure est venue de marquer une pause. Nous allons suspendre les débats pendant 20 minutes et reprendre à 10h50. Huissier d'audience, veuillez accompagner le témoin pendant cette pause et le raccompagner au prétoire pour la reprise des débats.